Aujourd'hui, les gens s'engueulent toujours plus. Il est temps de parler du SCOM. On va parler de Valérie Solanas et de son SCOM Manifesto. Pour commencer, le SCOM, c'est un livre et c'est pas un livre. Ça, c'est l'édition de 87, en français, traduite par Emmanuel de Lesseps. C'est celle qui circule le plus. Je sais pas de quand elle date, la traduction de Lesseps. Ça, c'est... Oui, il m'a marqué en 87, mais c'est pour l'impression. Ça, c'est une traduction antérieure, celle mars 87. Oh, je l'aime bien, je l'aime bien. Je l'ai acheté à Violette & Co au vide-grenier annuel. Je la trouve fantastique. Mais SCOM, on m'avait aussi donné celui-ci. Ça a été glissé dans mon casier par un collègue. De copyright 67, je sais même pas de qui est la traduction ici. Ah, c'est pas sur l'édition de 68, donc Olympia Press qui est une des premières éditions qui passe en édition, mais ça je vais y revenir tout de suite. Ça n'ouvrage pas destiné au commerce, je sais pas où le collègue qui me l'a aimablement offert l'a trouvé. Mais SCOM, on peut aussi l'avoir comme ça. C'est-à-dire que, et ça je vais mettre des liens, on peut le télécharger en PDF pour en faire son propre petit livre. C'est de la reliure maison. Vous me direz si vous avez envie d'apprendre à faire de belles reliures comme ça. Do it yourself. Et do it yourself, c'est justement le mot de Solanas, d'une certaine façon. Alors, le SCOM, c'est quoi? C'est le nom de ce manifeste. On a plusieurs formats pour ça. C'est-à-dire que Solanas, bon, c'est une femme avec une vie épouvantable avant et après le manifeste du SCOM, donc 67, New York. Elle l'écrit évidemment elle-même, mais elle l'imprime sur Rogueotype, je sais plus comment ça s'appelle, elle-même, et elle le distribue. Donc on dit qu'il y a une diffusion par colportage dans les rues de Paris, New York, pardon, en 67. On le sait, Solana, c'est aussi elle qui a tenté de tuer Andy Warhol et qui en a fait un film, Why I Shoot Andy Warhol. Andy Warhol, c'est quelqu'un qui ne porte pas Solanas du tout, enfin qui ne portait pas Solanas dans son cœur, avec des raisons, on va dire, politiques, mais là, voilà, très personnel d'abord. Alors celui-ci, donc l'unique et son nom, 48 francs. Il y a une édition assez connue du SCOM, je ne sais plus la date, préfacée par Houellebecq. Et ça, je pense qu'on en parlera dans quelques temps, parce que c'est intéressant que Houellebecq l'ait fait. Et Solanas a été interné, contre son gré, me semble-t-il, pour avoir tiré sur Andy Warhol. Alors pourquoi on trouve le livre? Parce qu'elle-même en a voulu une diffusion assez large, et c'est un livre qui est hyper important dans l'histoire du mouvement féministe de la deuxième vague, qui est redécouvert en ce moment. Alors dans la deuxième vague, on a notamment un film de Carole Rossopoulos, la grande documentariste féministe, filmant Delphine Seyrig lisant des extraits du SCOM. Ça vous donne quand même une idée de l'importance de ce texte. Et aujourd'hui, ce texte est pas mal redécouvert. Il est notamment beaucoup réinterprété par Chloé Delhomme dans Mes chères sœurs, et je ne sais pas où j'ai mis mon exemplaire, mais je vous parlerai de Mes chères sœurs, probablement avec une compte théorie, les deux se répondent pas mal, dans quelques temps. Le SCOM, en soi, c'est donc ce texte qui circulait comme ça, clandestinement, distribué par l'autrice elle-même dans les rues de New York en 67, avant d'être édité, donc 68, Olympia Press, puis qu'on trouve et très facilement, et pas du tout facilement, donc très facilement sur le web si on veut juste le lire, que ce soit en anglais ou en français, et si on veut l'acheter, c'est compliqué. C'est pour ça que j'étais aussi contente de trouver cet exemplaire, puis j'adore les petits livres, je suis une fan de la petite collection Liberté de Jean-Jacques Pauvert, ces formats là comme ça, là j'en ai une petite pile. Bon, mais ça c'est avec un principe de collection complètement barré, qui est de ne jamais les chercher, toujours tomber dessus par hasard, et à moins de 5 euros, pour les Jean-Jacques Pauvert. Alors, ça m'amuse énormément d'avoir comme ça des petits bouts de collecte. Alors, parce qu'on ne peut pas ne pas être totalement bibliophile, je crois, quand on est littéraire, en tout cas, c'est mon cas. Donc,
Plusieurs éditions du SCOM. Alors là, voilà, l'histoire du SCOM, elle est super compliquée. Il faut retenir que SCOM, c'est, et ça fait énormément de bruit. SCOM, ça veut dire Simson Voyou Pourriture, ça a expliqué, je pense, dans la postface. Enfin, énormément. Bon, succès de scandale, etc. C'est un mot en soi, et c'est aussi un acronyme pour Society for Cutting Up Men. La société pour couper, pour trancher, pour découper les hommes. En gros, je suis vraiment pas bonne en anglais, j'attends les remarques de Guillaume Singal. Et donc là, on sent qu'on est quand même sur un texte qui est polémique. Alors on n'est pas polémique comme si on commence à regarder, je sais pas, Bagatelle pour un massacre, et là c'est encore compliqué de parler de Bagatelle. C'est pas non plus, me semble-t-il, quelque chose de l'ordre des carnets de Cotard, qui appelle explicitement, unanimement, sérieusement au génocide. Mais c'est quand même un texte qui appelle au génocide des hommes. Alors parler de génocide pour les hommes, ça peut être compliqué, on va dire que ça amène à... Enfin, que ça appelle à un virocide. Alors, une des grandes différences, c'est qu'il n'y a pas de Ku Klux Klan des femmes pour réellement découper des hommes. Ça n'existe pas. Donc, on est quand même sur des choses très différentes. Et le ton est particulièrement différent. Je ne vais pas comparer, je reste sur Solanas parce qu'elle me semble être une très grande autrice. Je vous lis le début. Vivre dans cette société, c'est au mieux y mourir d'ennui. Rien dans cette société ne concerne les femmes. Alors, à toutes celles qui ont un brin de civisme, le sens des responsabilités et celui de la rigolade, et ça c'est important. Il ne reste qu'à renverser le gouvernement, en finir avec l'argent, instaurer l'automation à tous les niveaux et supprimer le sexe masculin. Grâce au progrès technique, on peut aujourd'hui reproduire la race humaine sans l'aide des hommes, ou d'ailleurs sans l'aide des femmes. 67, c'est pas vrai, hein, c'est toujours pas vrai. Et c'est là qu'on voit aussi que ce texte, qu'on peut considérer uniquement comme un texte de folle, mais je pense qu'il est quelque chose de plus, mais va être aussi un texte de science-fiction. On est dans quelque chose qui va être un manifeste, un texte comique et un texte de science-fiction. Ça, c'est hyper intéressant, et pour le genre de la science-fiction, et pour le genre du comique, ça. Il faut que je lise le comique des idées de Schlanger que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Et pour le féminisme. Et je pense que ce comique, que cet humour ultra corrosif de Solanas est essentiel pour les mouvements féministes. On continue. Grâce au progrès technique, ça je vous l'ai lu. Non. Grâce au progrès technique, on peut aujourd'hui... Je reprends. On peut aujourd'hui reproduire la race humaine sans l'aide des hommes, ou d'ailleurs sans l'aide des femmes, et produire uniquement des femmes. Conserver le mâle n'a même pas la douteuse utilité de permettre la reproduction de l'espèce. Quand on parle de clonage. Hein. Le mâle est un accident biologique. Le gène Y mâle n'est qu'un gène X femelle, incomplet, une série incomplète de chromosomes. Génétiquement, je ne sais absolument pas sur quoi ça repose. Hein. En d'autres termes, l'homme est une femme manquée, ce qui nous permet quand même le renversement de garçon manqué, jeune fille réussie. Une fausse couche ambulante, un avortement congénital. C'est l'exact inverse des physiologies féminines que l'on a au 19e et encore au 20e siècle. Rappelons-nous la famille mature, encore chez Freud. Être homme, c'est avoir quelque chose en moins. C'est avoir une sensibilité limitée. Et ça, c'est aussi très intéressant, parce que ça nous rappelle que le féminisme est une épistémologie. La virilité est une déficience organique et les hommes sont des êtres affectivement infirmes. L'homme est complètement égocentrique, prisonnier de lui-même, incapable de partager ou de s'identifier à d'autres. Inapte à l'amour, à l'amitié, à l'affection, la tendresse. Cellule complètement isolée, incapable d'établir des relations avec qui que ce soit, ses enthousiasmes ne sont pas réfléchis. Ils sont toujours animaux, viscéraux. Son intelligence ne lui sert qu'à satisfaire ses besoins, ses pulsions. Il ne connaît pas les passions d'esprit ni les échanges mentaux, il ne s'intéresse qu'à ses petites sensations physiques. Il n'est qu'un mort-vivant, un tas insensible, et pour ce qui est du plaisir et du bonheur, il ne sait ni en donner ni en recevoir. On continue. Au mieux de sa forme, il ne fait que distiller l'ennui, qui ouvrait le texte. Il n'est qu'une bavure sans conséquence, puisque seuls ont du charme ceux qui savent s'absorber dans les autres. Donc,
distinction radicale, féminisme essentialiste, mais qui n'est pas biologique en fait, différentialiste très clairement, évidemment misandre, en haine des hommes, ou de ce que la société a fait des hommes, on va le voir. Même s'il y a cette mention des chromosomes. Au départ, emprisonné dans cette zone crépusculaire qui s'étend des singes aux humains, on se rappelle Schopenhauer, à l'inverse exactement. Parce que, au contraire d'eux, il présente tout un éventail de sentiments négatifs, haine, jalousie, mépris, dégoût, culpabilité, honte, blâme, doute, pis encore, il est pleinement conscient de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Donc, l'homme est pire que le singe parce qu'il a des sentiments négatifs et la conscience de ses inaptitudes. Bien qu'il ne soit qu'un corps, elle se contredit, l'homme n'est même pas doué pour la fonction des talons. Bim! On continue à supposer qu'il possède une compétence purement technique, bien rare en vérité. Vous vous rappelez, hein, il n'y a pas de femme frigide, il n'y a que de mauvaises langues. On ne peut déceler aucune sensualité, aucun humour dans sa façon de s'envoyer en l'air. Quand ça lui arrive, il culpabilise, il est dévoré de honte, de peur et d'angoisse, sentiments qui ont leurs racines profondément ancrées dans la nature du mal, et même l'éducation la plus éclairée ne peut en venir tout à fait à bout. Et là, on est sur de l'essentialisme biologisant. Alors, humour dans la baise, impossible. On va rejoindre un peu de Dworkin, qui elle est sérieuse dans ce qu'elle écrit. Solanas, on ne sait pas. Et on ne sait pas quoi en faire, ça va être toute la question un peu de cette lecture. Mais on peut voir à quel point tous les stéréotypes ici se trouvent inversés. On continue. Ensuite, la jouissance qu'il en tire est proche du néant. On peut se rappeler Aristote, animal triste post coitum. Et pour finir, obsédé qu'il est par son désir de bien s'en sortir, de battre un record, de ramoner consciencieusement, il se soucie peu d'être en harmonie avec sa partenaire. On se rappelle l'égocentrisme suscité. C'est encore trop le flatter que de le comparer à un animal. On se souvient, il est en dessous du singe. Il n'est qu'une mécanique, on se rappelle l'animal-machine de Descartes, un godemiché ambulant. Un objet, pof, on tombe. On prétend souvent que les hommes utilisent les femmes. Les utilisent à quoi? En tout cas, sûrement pas au plaisir. Il va bien sûr répondre à cette question. Rongé qu'il est de culpabilité, de honte, de peurs et d'angoisse, et malgré la vague sensation décrochée au bout de ses efforts, son idée fixe est toujours baiser, baiser. On voit comment Dworkin l'a lu, hein. Il n'hésitera ni à nager dans un océan de merde, ni à s'enfoncer dans des kilomètres de vomi, s'il a le moindre espoir de trouver sur l'autre rive un con bien chaud. Il baisera n'importe quelle vieille sorcière édentée, n'importe quelle femme, même s'il la méprise, et il ira jusqu'à payer pour ça. Et pourquoi toute cette agitation? Si c'était pour soulager une tension physique, il lui suffirait de se masturber. Et puis, s'il va jusqu'à violer des cadavres et des bébés, et je rajouterai des cadavres de bébés, ça arrive aussi, ce n'est sûrement pas pour combler son ego. Alors pourquoi? Complètement égocentrique, incapable de communiquer et de s'identifier aux autres, voire plus haut, comique universitaire, n'existant que par une sexualité endémique et diffuse, le mâle est psychiquement passif. Tchac, et on continue les inversions. Et parce que sa propre passivité lui fait horreur, il tente de s'en débarrasser en la projetant sur les femmes. Il postule que l'homme est actif, et s'attache ensuite à démontrer qu'il est actif, donc qu'il est un homme. Et là, on voit évidemment un raisonnement circulaire. Et pour ce faire, il baise. Moi, je suis un vrai mec et j'ai une grosse queue, et comment que je tire mon cou avec des majuscules partout? Mais comme ce qu'il cherche à démontrer est faux, il est obligé de toujours recommencer. Et on se rappelle, errare humanum est, pour dire hominum, sed perseverare diabolicum. C'est l'erreur qui est humaine, et dans ce cas-là, je dirais peut-être masculine, si je voulais vraiment paraphraser Solanas, c'est la répétition, persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Et ça, ce sont les sous-textes de Solanas. Alors baiser devient un besoin irrépressible, une tentative désespérée de prouver qu'il n'est pas passif, qu'il n'est pas une femme. Mais en fait, il est passif et son désir profond est d'être une femme. Femelle incomplète, le mâle passe sa vie à chercher ce qui lui manque, à tenter de devenir une femme. Voilà pourquoi il est constamment à l'affût des femmes, voilà pourquoi il fraternise, il veut vivre à travers elles, se fondre en elles. Voilà pourquoi il revendique tout ce qui caractérise en fait les
les femmes, la force de caractère et l'indépendance affective, l'aisance, l'objectivité, l'assurance, le courage, l'intégrité, la vitalité, l'intensité, la profondeur, le sens de la rigolade, etc. Voilà pourquoi il projette sur les femmes tout ce qui caractérise les hommes, la vanité, la frivolité, la banalité, la faiblesse, etc. Il faut cependant reconnaître, cela s'ouvre une parenthèse, qu'il existe un domaine dans lequel les hommes sont largement supérieurs aux femmes, celui des relations publiques. C'est de cette façon qu'ils réussissent à faire croire à des millions de femmes qu'elles sont des hommes, et vice-versa. Les hommes prétendent que les femmes trouvent leur épanouissement dans la maternité et la sexualité, ce qui correspond à ce qu'ils trouveraient satisfaisant, les pauvres, s'ils étaient des femmes. Ça, c'est un peu ce que nous dit Héritier dans Masculin, Féminin 1 et 2, que c'est la possibilité d'enfanter, et en particulier d'engendrer le même, dit Françoise Héritier, c'est-à-dire d'engendrer des garçons qui expliqueraient ce qu'elle appelle la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire les inégalités femmes-hommes. Autrement dit, ce ne sont pas les femmes qui envient le pénis, tac pour Freud, mais les hommes qui envient le vagin. Lorsque le mâle se résout finalement à accepter sa passivité et se définit comme femme, les hommes, aussi bien que les femmes, prennent chaque sexe pour l'autre. Bref, lorsque le mâle devient un travesti, il perd tout désir de baiser, ou de quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, son rôle de, je cite sur la nurse, vamp à pédé, lui suffit. Elle est très injurieuse, on continue, et il se fait couper la queue dans l'espoir de ressentir on ne sait quelle vague jouissance permanente à l'idée d'être femme. Baiser permet aux hommes de se protéger contre leur désir d'être des femmes, la sexualité est en elle-même une sublimation. Sa recherche frénétique de compensation, parce qu'il n'est pas une femme, combinée avec son incapacité fondamentale à communiquer et à compatir, a permis à l'homme de faire du monde un gigantesque tas de merde. Il porte l'entière responsabilité de, et là on va voir une suite de passages comme ça, avec de grandes majuscules, et des petits développements. Alors là, je vais sélectionner très peu, mais quelques-uns. Alors on va commencer par celui-là. La gentillesse, alors le premier c'est la guerre. Ensuite, la gentillesse, la politesse, la dignité. Chaque homme sait au fond de lui qu'il n'est qu'un tas de merde sans intérêt. Submergé par la sensation de sa bestialité, par la honte qu'elle lui inspire, il ne cherche pas à s'exprimer, mais au contraire à camoufler les limites de son être purement physique et son parfait égocentrisme. À cause de son système nerveux grossièrement constitué et bouleversé à la moindre marque d'émotion de sentiment, on continue dans l'inversion des stéréotypes, le mâle se protège à l'aide d'un code social, parfaitement insipide où est absente toute trace de sentiment ou d'opinion gênante. Il utilise des termes comme copuler, commerce sexuel, avoir des rapports. Pour les hommes, parler de rapports sexuels est un pléonasme. Et il en parle avec des allures guindées de chimpanzé en habit à queue. Fin du développement. La paternité et la maladie mentale. Peur, lâcheté, timidité, humilité, insécurité, passivité. Je saute des pages. Animalité, entre parenthèses, domesticité et maternité et suppression d'individualité. Le viol de l'intimité. Très important celui-ci. L'isolement, les pavillons de banlieue et l'impossibilité de la vie communautaire. En 67. Le conformisme. L'autorité et le gouvernement. La philosophie, la religion et la morale basée sur le sexe. Les préjugés, raciaux, ethniques, religieux, etc. Tout petit. La compétition, le prestige, le statut, l'éducation, l'ignorance, les classes sociales et économiques. L'impossibilité de la conversation. L'impossibilité de l'amitié, de l'amour. Le grand art et la culture. Là, c'est ce qui explique pourquoi elle a tiré sur Andy Warhol. Le secret, la censure et l'élimination de la connaissance et des idées, la chasse aux sorcières. Et c'est pas par hasard si on a un premier mouvement de sorcières qui donnera par multiples transformations la Wicca et qu'on revient aux sorcières aujourd'hui. Et après, on a le manifeste, on va dire, proprement dit, sur l'appel au SCOM. Alors, l'impossibilité de l'amitié et de l'amour, je suis page 35 de mon édition. Les hommes se méprisent eux-mêmes, méprisent tous les autres hommes qu'ils ont l'occasion d'approcher d'un peu près et qu'ils ne prennent ni pour des femmes, comme les analystes sympas et les majuscules grands artistes, ni pour des agents de Dieu, et ils méprisent toutes les femmes qui leur lèchent le cul. Les femmes mecs, les lèche-culs en mal d'approbation et de sécurité se méprisent elles-mêmes ainsi que toutes les femmes qui leur ressemblent. Les femmes sûres d'elles, celles qui n'ont pas froid aux yeux, qui aiment que ça bouge, les femmes méprisent les hommes et les femmes mecs lèche-cul. Pour tout dire, le mépris est à l'ordre du jour.
L'amour n'est ni la dépendance ni la sexualité, c'est l'amitié. L'amour ne peut donc exister entre deux hommes, entre un homme et une femme, ou entre deux femmes, si l'une des deux, ou les deux, est un mec ou un lèche-cul à mec, sans esprit et timoré. De même que la conversation, l'amour ne peut exister qu'entre deux femmes libres rouleuses, sûres d'elles, indépendantes et à l'aise, puisque l'amitié est basée sur le respect et non sur le mépris. Même chez les femmes à la cool, les amitiés profondes sont rares à l'âge adulte car elles sont presque toutes ligotées à un homme afin de survivre économiquement. Ou bien elles essaient de se tailler un chemin dans la jungle et de se maintenir à la surface des masses amorphes. L'amour ne peut s'épanouir dans une société basée sur l'argent et sur un travail dépourvu de sens. Il exige une totale liberté économique et individuelle, des loisirs et la possibilité de s'engager intensément dans des activités absorbantes, à même de combler la sensibilité et pouvant conduire à l'amitié profonde lorsqu'on les partage avec ceux qu'on respecte. Notre société n'offre aucune activité de ce genre. Après avoir éliminé de ce monde la conversation, l'amitié et l'amour, voici les substituts dérisoires que propose l'homme, et donc le grand art et la culture, où elle est encore une fois particulièrement virulente, la sexualité, je l'avais oublié, l'ennui, la laideur, la haine et la violence, la maladie et la mort, le secret, la censure. Alors là, en fait, c'est tout. En fait, elle fait comme Renan, et comme beaucoup d'autres. Dans la réforme intellectuelle et morale de la France, Renan divise l'ouvrage en mots, donc diagnostic, et remèdes. Les réformes politiques qu'il suggère, qui sont surtout des réformes dans le cadre Renan d'éducation. Solanas fait un tableau diagnostique de la société, un tableau qui prend particulièrement à revers, et dans le fond et dans la forme, comme on pourrait faire, et de façon, on va dire, simpliste, une dichotomie. C'est-à-dire que son tableau diagnostique, qui consiste en inversion, et en reproches et blâmes accablants, donc on est en plein dans le registre de l'épidictique, ne peut se dire que sous cette forme ultra-virulente, parce que c'est ainsi qu'il va être compris, parce que cette langue ultra-caustique est souvent humoristique. Faut pas l'oublier, faut jamais l'oublier, c'est pas une galéjade, mais c'est un texte qui est profondément comique et subversif, et qui doit être comique et subversif. C'est une dimension qu'il ne faut... C'est pour ça que c'est pas un texte génocidaire, ou virocidaire. Mais en fait, cet humour et cette causticité, c'est ce qui va permettre de rendre le diagnostic, l'état des lieux, la constatation qu'établit Solanas, beaucoup plus marquant. Ça va faire que ça va marcher. Et en fait, le style étant lui-même un appel à l'action. Appel à l'action qui se trouve donc dans la deuxième partie de l'ouvrage, qui n'est pas spécialement titulée, me semble-t-il, mais déjà, en fait, ce qu'elle appelle à faire, c'est à voir à sa suite, à dénoncer à sa suite, à employer le même vocabulaire, les mêmes blâmes, les mêmes insultes, et aussi le même humour, c'est-à-dire pour fonder cette communauté des femmes-femmes, de ce qu'elle appelle les femmes-femmes. Donc ces femmes non soumises aux hommes. Et là, on est déjà dans quelque chose qui préfigure ce que Monique Wittig avait déclaré et qui a amené un schisme monumental. Les lesbiennes ne sont pas des femmes. Toutes les femmes ne sont pas des femmes. Parce que certaines, et notamment les lesbiennes, sortent de la dépendance des hommes. Et dans cette deuxième partie de l'ouvrage, avec donc, alors l'humour, il va reposer sur cette parodie, sur l'outrance, sur l'insulte. Il y a un plaisir du gros mot dans le SCOM. Sur la dénonciation, sur des effets d'accumulation, de gradation, paf, 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 paf. Ça, c'est du cartoon, hein. Le Solanas, c'est absolument ce genre de rythme, en fait. Et ce qu'elle propose ensuite, c'est donc d'agir en attend ce qui est pour elle un cours naturel des événements. Je suis page 53 de mon édition. Le cours naturel des événements de l'évolution sociale aboutira au contrôle total des femmes sur le monde. Il s'ensuit qu'elles cesseront de reproduire des hommes, et pour finir, elles cesseront de reproduire des femmes. Il y a beaucoup de mouvements comme ça qui appellent à la fin de l'humanité. Hein. Mais SCOM, et je suis page 54, est impatiente. SCOM ne se laisse pas, alors SCOM avec des majuscules, hein, ne se laisse pas consoler par la perspective des générations futures. On n'a pas envie d'attendre l'utopie. SCOM veut prendre son pied tout de suite.
Et si une grande majorité de femmes étaient SCOM, elles parviendraient en quelques semaines aux commandes du pays en refusant de travailler, la grève des femmes, c'est-à-dire en paralysant la nation entière. Elle pourrait y ajouter d'autres mesures dont chacune serait suffisante pour bouleverser l'économie et le reste, comme de rompre avec le système de l'argent, c'est ce qui s'est passé dans la République de Catalogne, hein. Dévaliser les magasins au lieu d'acheter, pillage, et refuser d'obéir aux lois chaque fois que ça leur chante. Et rappelons-nous que les mouvements suffragistes ont décidé ou certaines femmes des mouvements suffragistes, en Angleterre comme en France, de payer l'impôt, puisqu'elles ne votaient pas. Sans parler des vandalismes autour d'Emmeline Pankhurst. La police, la garde nationale et l'armée réunie ne pourraient réprimer la rébellion de plus de la moitié de la population, surtout s'il s'agit des femmes, sans lesquelles ils se retrouveraient complètement désemparés. Si toutes les femmes laissaient tomber les hommes, tout simplement, le gouvernement et l'économie nationale s'effondreraient. Lysistrata, hein. Même sans les laisser tomber, les femmes, une fois conscientes de l'étendue de leur supériorité et de leur pouvoir sur les hommes, pourraient devenir maîtresses de tout en quelques semaines et parvenir à l'assujettissement total des hommes. Dans une société saine, l'homme trottinerait docilement derrière la femme, l'homme est un être obéissant, il se plie facilement au joug de toute femme qui veut bien essayer de le dominer. Les hommes, en fait, désirent désespérément se soumettre aux femmes, être sous la conduite de leur mama et s'abandonner à ses soins. Mais cette société n'est pas saine et la plupart des femmes n'ont pas la plus faible idée de ce qu'est le véritable rapport des forces. Donc, inversion des rapports, misandrie, pour aller vers ce qui serait une forme de matriarcat. On continue. Le conflit ne se situe donc pas entre, et avec bien sûr inversion des rapports, on n'a pas arrêté de dire, au XIXe siècle, encore XXe siècle, on entend encore parfois, la femme complémentaire de l'homme et la femme subordonnée. Il y a quand même quelque chose d'absolument jouissif dans cette inversion fantasmatique de Solanas. À imaginer, ça passe par le rire. Le conflit ne se situe donc pas entre les hommes et les femmes, mais entre les SCOM, les femmes dominatrices, à l'aise, sûres d'elles, méchantes, violentes, égoïstes, indépendantes, fières, aventureuses, sans gêne, arrogantes, plaisir de la liste, hein, qui se considèrent aptes à gouverner l'univers, qui ont bourlingué jusqu'aux limites de cette société et sont prêtes à se déchaîner bien au-delà. Et les filles à papa, qui en prennent plein la gueule avant, gentilles, passives, consentantes, cultivées, subjuguées, dépendantes, apeurées, ternes, angoissées, avides d'approbation, déconcertées par l'inconnu, qui préfèrent croupir dans le purin, là au moins le paysage est familier. S'accrocher au singe, sentir papa derrière et se reposer sur ses gros biceps, qui ont besoin de voir une grosse face poilue à la Maison Blanche, trop lâche pour regarder en face l'hideuse réalité de l'homme, de papa, qui ont établi leur quartier une fois pour toutes dans loge à cochons, se sont adaptés à l'animalité qu'on attend d'elles, y trouvent un confort superficiel et ne connaissent pas d'autres modes de vie, ont rabaissé leur esprit, leur pensée et leur perception au niveau du mal. Qui, dépourvus de jugement, d'imagination et d'humour, ne peuvent gagner la considération que dans une société masculine, qui ne peuvent se faire une place au soleil, ou plutôt dans le fumier, que comme pondeuse et repos du guerrier, on se rappelle le double modèle de la ferme et du bordel chez Dworkin dans Les femmes de droite, compresse d'ego et tétines roboratives, qui sont négligées par les autres femmes, qui projettent leur tard, leur masculinité sur toutes les femmes et considèrent les femmes comme des vers de terre. C'est exactement ce que décrit Dworkin dans Les femmes de droite, sauf que Dworkin n'est pas insultante. Mais Scum est trop impatiente pour espérer et attendre la prise de conscience de millions de trous du cul. Pourquoi les trépidantes, les scories bouillonnantes continueraient-elles à se traîner misérablement au milieu de toutes ces sinistres mecs-femmes? Pourquoi le destin des grisantes devrait-il croiser celui des grisâtres? Les seps, ça quand même fait un beau bout de trad. Hein. Pourquoi les actives et les imaginatives devraient-elles tenir compte des passifs et des médiocres? Et ça, c'est une société aristocratique proto-fasciste. Hein. Pourquoi les indépendantes devraient-elles patauger dans la morve avec les crampons à papa? Il n'y a aucune raison. Et c'est ce qui explique l'écriture du Scum. Ce qu'elle écrit, c'est la réalisation de cette non-attente, évidemment. En baisant le système à tout bout de champ, en détruisant la propriété de façon sélective et en assassinant, je vous ai dit que c'était pas un texte gentil, hein, une poignée de SCOM peut prendre le contrôle du pays en l'espace d'1 an. SCOM sera la grande force bousibaisante, la force du détravail. Les sociétés sans travail, ça aussi, c'est quand même dans les projets notamment anarchistes et communistes. Les SCOM, choisiront toutes sortes de professions et détravailleront. Par exemple, les vendeuses et les standardistes SCOM ne feront pas payer.
Les employés de bureau et les ouvrières SCOM, tout en sabotant le travail, et là on retombe sur des modèles du 19e avec le ludisme, détruiront secrètement le matériel. Les filles SCOM détravailleront systématiquement jusqu'à ce qu'elles se fassent renvoyer, puis chercheront un nouvel emploi à bousiller. SCOM prendra d'assaut les autobus, les taxis et les services de distribution de tickets, conduira les autobus et les taxis et donnera gratuitement les tickets. Avec quelque chose qui est profondément quotidien, c'est-à-dire cette très lente progression pour les femmes donc d'accès à des emplois qui étaient réservés aux hommes, et c'est pas fini, hein. Et en même temps, la mise en l'air du système capitaliste. SCOM détruira tous les objets inutiles et nocifs, tels que les voitures, les vitrines, le grand art, etc. Donc tout ce qui était listé au préalable. Ensuite, SCOM s'emparera des antennes de la radio et de la télévision et s'empressera de soulager de leur besogne tous les employés qui s'opposeraient à l'entrée de SCOM dans les studios. On continue, SCOM exterminera tous les hommes qui ne font pas partie de l'auxiliaire masculin de SCOM, parce qu'il y a des mecs SCOM, peu, font partie de l'auxiliaire masculin les hommes qui s'emploient méthodiquement à leur propre élimination. Et là, on peut penser à des gens comme Alban Jacquemart ou Léo Thierry-Vidal ou John Stoltenberg. Refusez d'être un homme, interrogez la virilité, rejoignez les mouvements féministes. Vous avez le droit. Les hommes qui pratiquent le bien, quel que soit leur motif, et entrent dans le jeu de SCOM. Exemple de ce que l'on peut trouver dans l'auxiliaire masculin de SCOM. Alors là, par contre, je suis bon d'accord. Hein. Les hommes qui en tuent d'autres, les chercheurs en biologie qui travaillent à des recherches constructives au lieu de préparer la guerre biologique. Les écrivains, les rédacteurs en chef, les éditeurs et les producteurs qui répandent et favorisent les idées susceptibles de servir les buts de SCOM, c'est pas la vie du LOL quoi. Les travelots qui, par leur exemple magnifique, encouragent les autres hommes à se démasculiniser et à se rendre ainsi relativement inoffensifs. Les hommes qui prodiguent généreusement l'argent et tout service gratuit, travail domestique. Hein. Les hommes qui disent ce qui est, jusqu'à présent il n'y en a pas un seul, etc., etc. La liste est super longue, en fait je suis même pas sur la fin du texte. Alors, petit passage, hein, les agissements de SCOM, je suis page 63, seront criminels. Il ne s'agira pas de simple désobéissance civile, et là, elle fait référence à Soro, et à notamment Walden. De violer ouvertement la loi pour aller en prison et attirer l'attention sur l'injustice, et au mouvement des droits civils à l'époque. Hein. Cette tactique suppose l'acceptation globale du système et est utilisée que pour le modifier légèrement, pour changer certaines lois précises. Donc c'est toujours cette dichotomie entre réforme versus révolution. Hein. SCOM se dresse contre le système tout entier, contre l'idée même de loi et de gouvernement. Ce que SCOM veut, c'est démolir le système et non obtenir certains droits à l'intérieur du système. D'ailleurs, SCOM, qui garde la tête froide, qui est avant tout égoïste, évitera toujours de se faire prendre et de se faire condamner. Ça n'a pas marché pour aller sur la nation. SCOM agira par en dessous, furtivement et sournoisement, mais les meurtres de SCOM seront toujours connus en tant que tels. C'est du terrorisme, hein, ce que propose Solanas. Très très exactement. Et après, elle imagine ceux qu'entraîneront donc toutes ces différentes réformes. Je vous spoil pas la fin, elle est contemplative et apocalyptique en même temps. Là, on est en fait dans quelque chose qui est vraiment au croisement de la politique et de la science-fiction, ça je vous l'ai dit, et c'est vachement important parce que, en fait, ça nous dit beaucoup de choses sur ce qu'est un manifeste féministe. On avait vu sur Mina Loy, où la typographie permettait de faire des jeux d'intensité politique et esthétique et psychologique, parce que finalement, Loy appelle à rénover la psychologie féminine pour sortir de ça. Ce que fait Solanas, c'est bien plus vaste. C'est un projet politique global, un projet qu'elle sait parfaitement ne pas être réaliste. Elle sait qu'on ne sait pas se cloner en 67. Elle le sait. Et elle était très clairement considérée, en tout cas socialement, comme une malade mentale, mais c'est une femme qui est ultra brillante et qui a fait des études ultra brillantes. Elle le sait. Pourquoi elle l'écrit ? Qu'est-ce que c'est ? C'est parce que ce manifeste va être à la fois dans la vindicative et la dénonciation, donc tout ce qui est de l'ordre de l'épidictique, hein, donc c'est le registre de l'éloge et du blâme, et qui permet de faire un constat, et en même temps, il s'agit de proposer une utopie très paradoxale, parce qu'utopie apocalyptique, pour hâter le changement qu'elle appelle de tous ses voeux. Alors, est-ce qu'elle appelle réellement au crime ? Franchement, j'en sais rien. Elle a tiré sur Andy Warhol, et si elle ne l'a pas eu, c'est parce qu'elle l'a raté, c'est pas parce qu'elle ne le voulait pas. Alors après, elle n'a tiré que sur Andy Warhol, elle n'a pas fait d'amok. Bon, est-ce que c'est pardonnable de ne tirer que sur Andy Warhol ?
je pense pas que ce soit une solution, en tout cas, très efficace ni très morale. En tout cas, ça n'a été ni efficace ni moral. Ça a quand même permis la diffusion du pamphlet. Ça fonctionne pas mal. Mais en fait, la science-fiction, ici, elle va permettre de faire advenir, par la littérature, par le texte, l'utopie qu'elle décrit. En décrivant, elle donne à voir. Et c'est ce que fait un manifeste. Un manifeste, c'est ce qui rend manifeste une chose qui était jusque-là, avant l'écriture du manifeste, latente. Ce n'est pas un hasard si l'écriture automatique dérive, après moult pérégrinations, sur le manifeste du surréalisme. Ça va ensemble finalement. Mais dans ces manifestes-là politiques, et cette formule de diagnostic-solution, elle est ultra banale, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir que justement l'irréalité est intégrée au projet politique de Solanas. Et ça, c'est quelque chose en fait qui est très drôle, parce que ça lui permet d'aller beaucoup plus loin, d'être dans l'outrance, dans quelque chose de complètement histrionique, et volontairement je ne dirais pas hystérique, mais en même temps, c'est désespérant, parce que ça montre à quel point son projet politique ne peut pas advenir. Et elle le sait parfaitement dans le même temps. Ça fait qu'on a un texte qui porte en soi cette mélancolie apocalyptique sur laquelle il s'achève, mais qui la porte d'emblée. Dès les premières pages, qui s'ouvrent sur ce génome différencié, homme-femme, mais qui s'ouvrent vraiment sur cette suppression du sexe masculin. Et là, il faut se rappeler que SCOM, donc, c'est cette pourriture vermine et une société pour couper les couilles des hommes, mais c'est une société qui n'existe pas. Solanas est seule. Et ça donne au texte un statut complètement hybride, alors que je trouve hyper attachant, et ça en fait quelque chose que je rapprocherais en fait des Chants de Maldoror. Vraiment, avec, je crois, cette force poétique et caustique. Alors après, politiquement, c'est un texte qui a extrêmement marqué dans l'histoire des idées, et on peut voir que ces diagnostics, ils ont amené de grandes avancées dans le féminisme, et de grandes dates, et qu'ils en reprennent d'autres. Je ne sais pas à quel point Solanas connaissait bien l'histoire du féminisme ou pas, je pense que c'est pas tellement la question finalement, ça c'est mon regard de chercheuse en fait, qui se pose sur le texte et qui a cette habitude de voir les sources ou les conséquences, ou de retracer comme ça des filiations, ça fait partie de mon boulot. Mais ce qui est intéressant quand on prend le texte de Solanas en lui-même, c'est cette espèce de syncrétisme philosophique, avec donc des jeux d'inversion, on l'a vu, des pensées, et puis là, c'est d'autant plus syncrétique que si on s'intéresse à l'histoire du féminisme, on a pu voir se déployer avant, après elle, toutes ces choses-là, et qui vont être rassemblées dans un texte qui est génériquement, donc du point de vue de son genre, absolument inidentifiable, de façon formelle, en dehors de « c'est un manifeste ». C'est un manifeste. Mais est-ce que les manifestes appellent tous à la révolution ? Il faut se rappeler que les manifestes poétiques que sont, par exemple, les lettres du Voyant de Rimbaud, c'était pas publié, ce sont des lettres privées. Le manifeste de Minaloy, c'est aussi une lettre. Beaucoup de manifestes, en fait, restent latents. Alors, Solanas a voulu que son propre texte soit diffusé, distribué. Est-ce qu'elle espérait un souffle révolutionnaire à partir de ça ? Oui, je pense. Est-ce qu'elle pensait qu'il pouvait réussir ? Ça, j'y crois pas. Mais je peux me tromper. Je sais qu'il existe des biographies de Solanas. Est-ce que c'est la psychologie de Solanas qui est intéressante, ou est-ce que c'est l'histoire de ce texte, régulièrement réédité, jamais en même temps présent en librairie, c'est toujours des petits tirages qui s'écoulent très très vite, parce que justement c'est un texte qui est rare et qui a dans l'histoire de la littérature féminisme cette aura de scandale. Et c'est logique. Voilà. En même temps, alors, donc, grand sens de l'analogie, les filles à papa, les mecs-femmes, les femmes-mecs, etc. Il ne s'agit pas du tout de parler de personnes trans, là, c'est vraiment d'autres choses dont il s'agit pour Solanas. Ce goût des listes, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'on trouve chez plein d'autres auteurs. Mais là, j'ai l'impression de quelque chose d'absolument condensé et déjà littérairement explosif. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous conseille de lire le SCOM. Vous en faites ce que vous voulez. Texte compliqué. Je vous dis à bientôt.